on découvre des projets de transmission culturelle qui permettent à des gens de toutes les générations de découvrir la vannerie et le cinéma d'auteur. Marilyn Dupéré, tu te qualifies comme paysanne. On se retrouve aujourd'hui au presbytère de Saint-Ubalde avec des branches, avec des paniers, toutes sortes de choses autour de nous et ton groupe qui est en apprentissage, la vannerie. Mm-hmm. Parle-moi un peu de ta démarche d'abord de paysanne comme telle. Bien, depuis longtemps, j'aime faire des jardins, cueillir des plantes médicinales, des champignons. Puis c'est un projet vraiment de retraite. Moi, j'étais dans le milieu scolaire, puis je me disais, qu'est-ce que j'aimerais faire? Puis c'était surtout marcher puis être dehors. Puis la vannerie, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment se promener, cueillir. Ce que je trouve beau dans la vannerie, surtout, c'est que tu n'as pas besoin d'aller au magasin, là. Tout est là. Tout est disponible. Puis, gratuit. Ouais, puis ça touchait le côté paysan, là, d'essayer d'être proche de la nature, puis de la connaître, puis d'avoir une connexion avec cette nature-là, là. Puis ce qui est intéressant avec ta démarche aussi, c'est que tu es une porteuse de tradition, c'est-à-dire que oui, tu fais de la vannerie, mais tu formes des groupes comme on a aujourd'hui ici au presbytère. Parle-moi de cette démarche-là, de ton intérêt. Tu viens du milieu scolaire, c'est ce que je suis en train de me dire parce que je savais pas. Ça vient-tu de là? Pas tant que ça, parce que c'était comme un projet de retraite. Ah, t'étais pas supposée être proche. Non, OK, non. Oups, finalement. C'était comme je voulais une pause de ça, puis je voulais profiter de mon milieu où j'habite. J'habite en forêt, dans un beau milieu. Puis là, je cherchais un prof vannier au Québec, puis j'en trouvais pas, fait que j'étais allée en Bretagne. OK, t'es allée te former là-bas. Oui, j'étais allée me former en woofing 2 années de suite, 1 mois. Puis quand je suis arrivée là, la première année, elle m'a dit « Pourquoi tu viens ici? » Elle a pensé qu'il y avait plein de vanneries au Québec. Bien, j'ai dit « Je trouve pas de prof. » Elle m'a dit « Moi, je te le montre pas si tu le montres pas. » Fait que là, moi, j'ai comme fait « Oups! » Moi, je m'enlignais pas pour l'enseigner, je voulais l'apprendre. Je voulais cultiver mon soul puis développer quelque chose avec ça. Mais elle, c'était vraiment... c'était correct aussi, Ben oui. tu sais. Elle trouvait que c'est super plate si ça se perd. Fait qu'elle dit, ben moi, je vais te le montrer, mais tu dois le montrer. Vraiment, là. Fait que je suis revenue ici puis j'ai commencé tranquillement. Là, ça t'a pris combien de temps pour maîtriser J'apprends de la encore vannerie? beaucoup. Oui, c'est ça, hein, on apprend toujours. Oui, puis j'ai encore des difficultés sur des trucs, là. Puis il y a des trucs que c'est plus facile. Mais j'aime vraiment ça. Fait que c'est facile à apprendre dans ce temps-là, là. Oui, puis il faut apprendre, en fait, plusieurs choses. D'abord, oui, le tressage sur les paniers, les chapeaux, on le voit bien, mais aussi de cultiver. Le saule à vannerie, on ne le cultive pas de la même manière qu'un saule qui va devenir un arbre. Un saule à vannerie, on coupe ça au sol à chaque année. On appelle ça une oseraie. Quelque part de l'osier, c'est du saule. Souvent, on mélange ça, on dit beau panier d'osier, mais c'est un panier de saule. Mais ce saule-là a été cultivé pour en faire de l'osier pour la vannerie. Fait que les gens apprennent ça, c'est sûr, aussi en mentorat. Ils viennent dans l'oseraie, ils taillent leur saule, ils nettoient leur saule, ils apprennent qu'est-ce qui se fait tout en amont, avant le panier. Il y a tout un travail. Toi, on n'a pas le choix parce que ça se vend pas vraiment, non, ça se la vend matière pas première. encore, C'est ça. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui m'allumait, cette autonomie-là, de partir de la graine et d'en faire un objet utilitaire. Ça me fascinait. Oui, non, c'est vrai. C'est quand même assez capoté. C'était comme faire un petit peu un pied de nez là, à tout ce système de consommation-là. Je me dis, tiens, puis de le transmettre, de dire aux filles, c'est beaucoup des filles au Québec. En France, c'est des hommes qui tressent. Arrête! OK, j'aurais pas Quelqu'un en pensé. sociologie pourrait faire une étude là-dessus. Oui, on lance ça dans l'univers. Une belle étude. Fait que de dire... ça, je trouve ça intéressant de dire, regardez, là, votre matière, là, vous allez la chercher, vous allez marcher. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin, vous n'avez pas besoin... Ça développe quelque chose d'important, là. Puis la connexion est vraiment intéressante, là. Oui, de reconnaître les plantes aussi quand on marche. Puis c'est émouvant, tu sais, de ramasser du cornouiller puis de dire, je vais me faire un panier. Oui. Puis ce panier-là, je vais l'amener au jardin ou au marché. Il y a quelque chose d'émouvant là-dedans, là. Vraiment. Puis on voit que ça fonctionne bien. Tes parcours de mentorat, 8 femmes, en tout cas, 8 personnes qui participent. 3e année, oui. Puis explique-moi un peu les étapes, parce que quand on s'engage dans un processus d'apprentissage de la vannerie, c'est un engagement, en fait, c'est Vraiment, ça? à chaque mois. Oui. Les étapes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, ton groupe? Ben, tu sais, on va y aller aussi encore là, c'est la matière qui décide. En vannerie, c'est vraiment une leçon de lâcher prise. OK. Moi, quand je suis retournée la 2e année en Bretagne, là, j'étais vraiment... Je trouvais ça dur. Puis là, elle m'a dit... C'est beau ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, sais-tu? Elle dit, c'est pas toi qui décides. Elle m'a dit, c'est ça. Parce qu'il n'y en a pas un pareil.
sais, moi, j'étais habituée de tricoter. Ta balle de Mhm. laine, c'est noble, mais Ouais, t'as toujours raison. pareil. Les Ouais. brins, il n'y en a pas. Ouais, ouais, Fait ouais. qu'elle m'avait dit: «Tu dois lâcher prise». Fait qu'en vannerie, c'est beaucoup ça aussi, d'apprendre à regarder le matériel puis à le suivre. Tu sais, tantôt, ils ont pris des branches, ils étaient secs, il faut choisir ton matériel, puis fait qu'on voit beaucoup ça en mentorat. On a du temps pour tout entrer dans la culture, dans le chaque sorte de saule aussi porte ses qualités. Il y a du saule qui va être mieux comme pour faire le travail qui soutient le panier, puis après tu as du saule qui va être mieux comme pour faire les tressages. Fait qu'il y a tout ce monde-là qui, en France, appelle ça l'osiculture. C'est comme 2 métiers en France. Tu as les vanniers, puis tu as les osiculteurs. Donc, c'est possible en France, par exemple, d'acheter Eux autres, ils les... font ça. C'est ça, C'est la matière ouais, première. Ici, non, on n'est pas le là, là. vannier, lui, il tresse. L'osiculteur cultive l'osier. Il reçoit son osier, il est tout prêt, calibré, puis il Wow, tresse. OK. Mais moi, j'avais vraiment le goût de partir, de faire ça tout en plus petit, mais de partir de la graine au panier. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Marilyn, pour ton partage et cette transmission-là très importante. Ça me fait plaisir. Tout commence en 1945, alors que le Conseil 2940 des Chevaliers de Colomb voit le jour à Saint-Casimir. Rapidement, ils font l'acquisition de l'ancien magasin général de Jean-Baptiste Dumas, un lieu parfait pour tenir leur rencontre. En mars 1947, un groupe de chevaliers fonde le Centre culturel de Saint-Casimir avec un objectif ambitieux: acquérir un terrain et construire un nouveau bâtiment. C'est l'entrepreneur local Laurent Giroux qui réalise les travaux en suivant les plans de l'architecte Ernest L. Denoncourt de Trois-Rivières. Le résultat est un édifice de style Art déco, aujourd'hui reconnu comme faisant partie du patrimoine architectural québécois. À l'étage, on retrouve une salle de cinéma qui accueille des pièces de théâtre, des concerts et des conférences. Le rez-de-chaussée, lui, est dédié aux loisirs: quilles, billard, tennis de table. Pendant des décennies, c'est le cœur de la vie sociale du secteur ouest de Portneuf. En 1977, les Chevaliers de Colomb rachètent le bâtiment pour 1 $ avant de le louer pour diverses activités. En 1994, une épicerie y prend place. Mais en 2008, grâce au Ciné-Centre culturel Alain Grandbois et au Rendez-vous culturel de Saint-Casimir, le bâtiment retrouve sa vocation culturelle. Aujourd'hui, la microbrasserie Les Grandbois anime le lieu avec une programmation de spectacles impressionnante qui fait rayonner le village de moins de 1500 âmes, bien au-delà de ses frontières. Laura Bergeron, on se retrouve On se retrouve. dans le Théâtre des Grands-Bois et on est à la 4e saison déjà du Cinécole Saint-Caz que tu as fondé quand tu es arrivé au village. Explique-moi un peu ton idée derrière cette programmation-là. Ben en fait, quand je suis arrivée à Saint-Casimir, j'étais un peu, c'est ça, tu sais, j'étais un peu à la croisée des chemins dans ma vie. Puis là, j'avais vraiment envie de m'installer, en fait, dans le village. Puis j'avais envie de participer un peu à la vie culturelle. Il y avait déjà dans la salle des spectacles, tu sais, je veux dire, Culture Saint-Casimir, l'organisme existait déjà. Il y avait déjà plein d'activités qui étaient, tu sais, mises en branle. Mais j'avais envie, en fait, d'amener le cinéma, à Saint-Casimir, puis surtout le cinéma d'auteur, parce que c'est vraiment quelque chose qui est plus difficile à avoir accès quand on est en région. Puis moi, j'arrivais de Toronto, donc c'était quand même un gros gap, Culturellement parlant, on culturellement est parlant. ailleurs quand même. Exactement. Mais je savais que c'était possible. Puis tu sais, j'ai grandi en région, j'ai été élevée en région. Fait que pour moi, c'était comme quelque chose de super naturel de retourner en région, mais d'habiter dans un village où est-ce que la culture était vibrante, était joyeuse, puis vivante. Quand j'ai vu la salle, quand j'ai vu les possibilités, le directeur artistique a pesé sur un petit bouton, puis l'écran géant s'est déployé devant moi. Et c'est excitant, là. Ouais, Un écran vide. exactement. Il faut faire de quoi avec ça? Exactement, Mm. c'était les possibilités. Puis je veux dire, la salle est magnifique. Donc, il y avait vraiment, tu sais, une opportunité d'exploiter cette salle-là qui a toutes les ressources techniques pour avoir des projections de grande qualité, mais qui n'étaient pas nécessairement utilisées. Fait que moi, j'ai décidé de justement prendre en charge ce projet-là. Puis je veux dire, je me suis dit, OK, ben une fois par mois, on va faire une programmation. Il va y avoir du cinéma d'auteur. Donc, moi, mon but, c'était vraiment aussi de programmer du court-métrage et du long-métrage avec une thématique souvent qui unit les deux œuvres. Les courts-métrages sont vraiment difficiles à voir sur grand écran parce qu'à part à l'extérieur des festivals, disons,
C'est vraiment pas pas... accessible. Non, Pas du tout. exactement. Mais il fut une époque où il y avait souvent des jumelages entre les courts-métrages et les longs-métrages. Donc, c'était présenté comme en première J'étais trop partie. jeune. J'ai jamais... je n'ai pas souvenir de ça. Mais donc, j'avais le goût de ramener un peu cet esprit-là, puis de faire une place au court-métrage parce que c'est vraiment c'est des petits bijoux, c'est des œuvres qui, justement, sont souvent vues par un plus petit public, mais c'est souvent des endroits où est-ce que les cinéastes ont de l'espace pour explorer souvent Ouais. des thématiques ou même des techniques qu'ils n'auraient pas nécessairement pu développer sur un long métrage, mais ils le font dans un court métrage. Puis, c'était comme l'occasion parfaite, puis ils m'ont vraiment donné carte blanche ici, donc j'ai pu faire la prog qui me tenait à cœur. Tu présentes des films en langue originale, comme ce qu'on vient de voir en italien. C'est pas quelque chose qu'on peut s'imaginer de voir en région. Ça te tient à cœur aussi, cette idée-là d'amener des films internationaux, là? Oui, absolument. Quand j'étais jeune, j'ai vu beaucoup de grands films qui étaient traduits, dubbés en français. On était habitués à ça. Mmh. Puis c'est vraiment plus tard que j'ai comme découvert que, ah non, en fait, les films originaux ils ont une nature vraiment différente. C'est important de les écouter dans leur langue pour entendre la tonalité, les voix des acteurs, les vraies ambiances sonores. Puis quand on s'habitue à ça, après ça, on peut plus vraiment revenir Ouais. en arrière. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment important pour moi c'est ça, d'amener les films internationaux dans leur langue originale. Puis la lecture des sous-titres, c'est quelque chose auquel on s'habitue relativement facilement. Puis je pense que les gens sont de plus en plus habitués à ça aussi. Oui, c'est ça, parce que moi, je me souviens, j'étais là au tout début. Je sais plus c'était en quelle langue, mais tu sais, en allemand ou quelque chose du genre, là, Oui. c'était, ou en anglais même, tu sais. Puis c'était quand même une barrière là, pour du public Ouais. qui était moins habitué de voir ça. Là, maintenant, après 4 ans, on voit que le public est ailleurs, effectivement. Je pense que tu les Oui. as amenés à s'habituer à ça. Oui. Mm. Ben, c'est mon but aussi, c'est qu'ils soient exposés à ce genre d'œuvre-là. Parce que si l'offre n'est pas là, ben, ils n'auront jamais l'occasion d'y avoir accès. Donc, pour moi, c'est vraiment d'avoir une offre, de leur proposer ça. Puis s'ils ont la grandeur de cœur de venir, puis de se présenter, puis de se prêter au jeu, ben là, il y a vraiment justement une espèce je veux pas dire éducation cinématographique, mais Ben oui, absolument. avant que je commence mon projet à moi, j'avais déjà entendu parler des grands ciné-clubs comme le ciné-club de Chicoutimi, de Jonquière. C'est des ciné-clubs qui existent depuis des décennies puis qui ont vraiment créé des générations de cinéphiles dans leur ville. Puis pour moi, ça, c'est comme quelque chose de vraiment beau. Puis je pense que c'est comme une mission super noble. Puis je me suis dit, si je peux contribuer un petit peu à ça dans mon village, ben ça sera magnifique, tu sais. Je présente quand même beaucoup de films internationaux, mais c'est super important aussi pour moi de présenter des films québécois. Puis c'est une place qui rayonne parce qu'on le sait, les films québécois, ils ont souvent un temps d'écran très Une courte vie. limité, une courte vie sur les écrans dits plus commerciaux au Québec. Donc, les parcours en ciné-club puis les parcours comme le Ciné-Cool, c'est des occasions pour les réalisateurs de faire voyager leurs œuvres. Les distributeurs, des fois, ils pensent peut-être pas parce qu'ils se disent que le coût ou monétairement, c'est peut-être négligeable, mais c'est vraiment pas négligeable parce que c'est là où est-ce qu'il y a le plus de gens, en fait, qui sont rejoints par ces œuvres-là. C'est important pour moi de mettre les films en contexte pour justement les mettre un petit peu dans un espèce de mindset qui va les préparer justement à l'œuvre qu'ils vont voir parce que quand on arrive un peu à froid devant une œuvre, des fois, on sait pas trop comment la prendre. Mais c'est vraiment merveilleux, cette initiative Longue vie au Ciné-Cool Saint-Caz. Merci beaucoup, Merci, Jacques. Laura.